Après ces témoignages, Isabelle, qui nous ont transmis toute l'énergie qui les anime, nous allons à présent recevoir un homme de conviction, Oui. Un héros de jeunesse pour certains d'entre nous, un homme exceptionnel qui œuvre aussi pour la planète. Oui, Jérôme Swain est honoré de recevoir Jean-Louis Etienne là sur ce plateau en live. Et pourquoi Jean-Louis Etienne? Finalement, on est dans une conférence de la finance responsable. Pourquoi Jean-Louis Etienne? En fait, on avait envie d'écouter un homme qui en effet est un scientifique. Il a étudié la dégradation des écosystèmes depuis 50 ans. Mais on voulait également y ajouter un message d'espoir parce que Jean-Louis Etienne, c'est aussi un explorateur qui, comme le disait Jérôme, nous fait rêver depuis longtemps et qui porte en effet des messages d'espoir très forts, comme ne jamais céder à la tentation de l'abandon, être efficace sur ses zones d'influence. Donc, on va le recevoir. Mais juste avant, on voulait vous montrer l'homme qu'il est en images. Go! Bonsoir Jean-Louis. Bon, ça va. Très bien. Franchement, ça va très bien. Et quand on voit ces images qui nous impressionnent, et puis vous recevoir également pour nous, c'est, comme le disait Isabelle à l'instant, c'est un honneur. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être présent à nos côtés sur le plateau. C'est vrai que c'était peut-être pas évident de rejoindre le plateau, peut-être plus facile de traverser les pôles, hein, mais vous avez trouvé très facilement, donc merci à vous. Alors, avant d'échanger tous les trois, et avec notre jury que nous remercions d'être ici présent, je vous laisse la parole, car vous souhaitez partager avec nous quelques images, quelques messages sur votre expérience, votre vécu. Renouer avec l'écosystème Terre. C'est l'objectif, parce qu'en fait, la nature nous donne l'exemple de ce que c'est que l'économie circulaire parfaite. Et donc, renouer avec l'écosystème Terre, si vous voulez, la nature, elle marche comme un trépied. Tout ce qui est un trépied, c'est bien stable, vous voyez. La nature fonctionne de la production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Donc, la production primaire dans la nature, c'est le verre. Le verre, si vous voulez, c'est la base de toutes les vies. Ça, c'est le privilège des plantes. Les plantes, si vous voulez, elles croissent, on va dire, elles se développent, les pieds dans l'eau, dans la terre et dans l'eau. Elles captent le gaz carbonique qu'on a dans l'air. Sous l'action du soleil, elles font du glucose, elles se nourrissent de ça, et elles libèrent l'oxygène. Donc, vous voyez ce rôle fondamental. C'est le point de départ de toutes les vies. Alors, c'est la production primaire à terre, c'est-à-dire les prairies, les bois, etc. Et en mer. L'océan n'est pas que bleu, il est vert. Il est vert de phytoplancton, ces herbes planctoniques. Et donc, il se partage, si vous voulez, ce rôle-là de capter le gaz carbonique dans l'air, se nourrir, faire de l'oxygène. Donc, on voit que c'est le maillon de départ. Ensuite, il y a les consommateurs dans la nature. Ils sont végétariens ou carnivores. Ils se mangent entre eux, etc. Bon, il y a un peu de tout. Et dans la nature, il y a quelque chose d'extraordinaire, ce sont les recycleurs. Les recycleurs, si vous voulez, on les connaît, les vers, le chacal, les hyènes, etc. Mais il y en a une partie qu'on ne connaît pas et qui fait le gros du boulot. Ce sont les microbes, les bactéries, les petites choses comme ça. Et la nature, si vous voulez, les recycleurs, ils ont un rôle essentiel dans la mesure où, donc, production primaire, consommateurs, recycleurs. Et les recycleurs, en fait, ils vont manger toute la matière organique des consommateurs pour en faire du terreau, pour en faire de l'engrais, pour en faire de la matière minérale qui va nourrir la production primaire. Donc vous voyez, c'est l'exemple même de l'économie circulaire et ça marche bien parce que
Bon, il y a l'évolution darwinienne, mais elle est très lente, c'est-à-dire une stabilité des moyens, une stabilité des besoins. Donc vous voyez ça, ce cercle économie circulaire parfaite de la nature. Donc tout ça, ça marchait bien, avant qu'arrive Superman. Et donc, si vous voulez, bon, Superman et Superwoman, je suis désolé. Oui, d'accord. Là, il n'y a que des Superman. Hein. Oui, mais excusez-moi, mais l'homme au sens large, l'humanité, l'humain, on est des mutants surdoués. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on est capable d'inventer par rapport à une espèce paisible comme le chien et le chat, si vous voulez, ou les oiseaux qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? On est des mutants surdoués. Et en peu de temps, on a pris le contrôle des espaces et des espèces. Hein, vous voyez, on se développe avec une puissance sur la nature que les espèces ne peuvent pas affronter, quoi. Hein. Nous, on est capable de se mobiliser, si vous voulez, on se rend compte avec le virus, on se débrouille, on essaye de faire quelque chose, on est quand même rapide. Hein. Voilà. Les espèces, elles ne peuvent pas changer. On n'a jamais vu un oiseau migrateur avec un GPS, vous voyez ce que je veux dire? La nature ne peut pas affronter l'impact que nous avons sur elle, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut le... Alors, nous sommes passés de cette économie magnifique circulaire à une économie en ellipse, parce qu'on a des appétits de nouveaux besoins, on produit des nouveaux produits, et il y a la démographie qui est croissante, bien sûr, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a le marketing qui fait du bon boulot, hein, qui nous donne envie de consommer, et on devient des super consommateurs. Et donc, on est parti dans une économie en spirale, on est en train de s'éloigner de cet écosystème naturel. Alors, en général, pour revenir dans la réflexion à l'écosystème naturel, reprenons chacun des trois piliers, regardons où est-ce qu'on peut agir et comment nous agissons. Dans la pollution primaire, il est évident que tout ce que l'on peut faire aujourd'hui pour protéger les prairies, les forêts, etc., ça va dans le bon sens. Et la mer, c'est pareil. Donc on a toujours l'impression, si vous voulez, que dans la mer, on pouvait tout envoyer. Hein, tous les égouts, les trucs comme ça, on les mettait à la mer. On a l'impression que ça partait tellement loin que, voilà, aujourd'hui, la mer, elle sature notre irrespect. Vous voyez, on trouve de tout dans la mer. Aujourd'hui, des organochlorés, des métaux lourds, des pesticides. Donc, soyons des consommateurs avertis. Alors, j'ai mis un peu une multitude d'exemples. Bien sûr, le déplacement personnel, la bicyclette, c'est bien. J'aime beaucoup la maison avec l'isolation par l'extérieur. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très efficace. On n'a pas à changer l'intérieur et beaucoup de maisons peuvent facilement être couvertes. L'État nous prévoit depuis pas mal de décennies qu'on va vous aider. Si on peut commencer soi-même avec des copains, parce que c'est pas très compliqué. Non mais vous voyez ce que je veux dire? J'incite tout le temps les personnes à prendre l'initiative parce que ça se retrouvera sur leur note d'énergie. Et puis on est tellement mieux dans une maison isolée. La sécurité sociale sera mieux parce qu'on tombe malade, vous voyez, dans une maison qui est mal isolée, etc. J'ai fait un petit truc avec la flotte qu'il faut. On va vers des besoins en eau. Des besoins en eau qui sont croissants avec des problèmes de sécheresse. Donc, si vous avez une maison avec un toit, allez où vous voulez, Leroy Merlin, Castorama, fait tous ces magasins, il y a des citernes. Collectez, si vous avez une maison avec un toit et des chenaux, bien sûr, collectez l'eau de pluie. Il faut économiser l'eau, ça devient un bien de plus en plus précieux. Vous serez autonome pour laver la voiture, je ne sais pas ce que vous voulez, arroser le jardin, choisir des matériaux qui sont le moins consommateurs possible. Et j'ai mis manger bio, oui, si on peut le plus possible acheter cette denrée, c'est bien. Et puis consommer local le plus possible, consommer sur les marchés, les transports en commun, marchés, etc. Circuit court. Et un truc, donc j'ai mis à gauche un gars qui explose de joie avec l'hyperconsommation, donc encore une fois, soyons des consommateurs avertis. Et à droite, j'ai mis un covoiturage. J'aime bien cette idée, le covoiturage. Moi, je suis originaire du Tarn, je suis plus souvent à Paris. J'étais de Albi à Toulouse. Et je me suis rendu compte qu'à chaque sortie, il y a des gros panneaux comme ça pour des parkings de covoiturage. Donc ça, c'est une chose qui est bien. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, de faire des mariages, des fois. C'est ce qu'on m'a dit. Alors là, on n'est pas bon. L'homme, hein, vous voyez ce que je veux dire, la production primaire, faire attention, soyons des consommateurs avertis, mais en recyclage, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout, vous voyez. On accumule une quantité de choses. C'est le fondement de l'économie circulaire, c'est ce que fait bien la nature, vous voyez, d'aller jusqu'au bout avec la matière organique des consommateurs pour remettre dans la nature. Là, on n'est pas du tout bon. Et donc, le recyclage, ce n'est pas que traiter les poubelles.
J'ai fait une conférence à une grande école d'ingénieurs l'autre jour, je leur ai dit, l'avenir, il est dans le recyclage. Parce que le recyclage, ça veut dire qu'on va faire des choses, des produits manufacturés, que l'on va pouvoir totalement recycler, de manière à ce qu'on puisse revenir dans le circuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fondamental. Et donc réfléchir en amont. Le recyclage, ce n'est pas qu'une une industrie de nos poubelles, si vous voulez, voyez. C'est beaucoup plus réfléchir en amont pour en faire des produits qui vont revenir. Donc il y a un truc, par contre lequel on ne sait pas recycler, c'est le gaz carbonique qui est parti de l'atmosphère. Et ce gaz carbonique, il s'accumule, vous voyez, et il est responsable du réchauffement climatique. On n'a pas d'aspirateur à CO2. Ça n'existe pas. Donc la nature, la planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas. Le réchauffement climatique n'est pas un sujet de conversation populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est capable de recevoir un réchauffement moyen d'1 degré en un siècle. C'est exactement, la température normale étant 37, si on fait un parallèle, c'est le médecin qui vous parle, par rapport au corps humain, la Terre, elle a pris 1 degré. Vous voyez ce que c'est 38? 39, ça sera encore 1 degré de plus. On est au début des complications aujourd'hui. Et seule la nature est capable de recycler ce gaz carbonique qui est dans l'air. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la photosynthèse, la nature, elle capte le CO2 sous l'action du soleil, elle nous donne l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du reboisement, arrêter la déforestation intensive, l'agroforesterie, toutes ces choses qui mettent du vert là où on en a besoin pour recapter le gaz carbonique. Ensuite, bien sûr, les énergies renouvelables, le stockage de l'électricité. Je crois que là, ce n'est pas la peine d'insister. Il y a une petite chose sur laquelle j'aime bien insister, c'est l'énergie renouvelable, c'est le chauffage, c'est le solaire thermique. On parle du solaire photovoltaïque, faire de l'électricité thermique. Regardez, quand on arrose le jardin en été, l'eau est très chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est beaucoup plus chaude que l'air ambiant. Les corps noirs captent le rayonnement électromagnétique du soleil. Là, on est en hiver. Si demain il fait beau, les gens qui nous écoutent, là, regardez, faites l'expérience. Dans un parking, vous mettez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante, et la noire, elle a capté le rayonnement. On pourrait économiser la moitié de l'électricité pour l'eau chaude en faisant du solaire thermique. C'est énorme. Et c'est un pays, c'est pas tellement développé dans notre pays. J'aime bien, pour l'avenir, choisir le bois comme matériau de construction. Ça se fait de plus en plus, si vous voulez. Il y a des immeubles entiers aujourd'hui qui sont en bois. L'intérêt du bois, c'est que ça... Je regarde à la montre. Ça va, c'est bon, parfait. Vous êtes parfait. Allez-y, Jean-Louis, vraiment. J'y vais, hein. Vous avez des questions, hein, vous quand savez, même. Hein. Oui, mais on gère. On gère. Vous gérez, super. Vous nous Donc racontez cette image, tout ça. je l'aime bien. Moi si vous voulez, juste une petite parenthèse, je voulais être menuisier dans ma vie. Donc j'aime le travail du bois, j'aime le bois. Et le bois revient dans la construction. Quand vous allez acheter, par exemple, chez un magasin de bricolage, vous achetez une poutre, enfin une planche, je ne sais pas. J'y vais pas souvent, mais... Bon, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu bricoleurs, quand vous achetez une planche en bois sec, hein, qui fait 1 kilo, vous avez acheté 500 grammes de carbone. Vous voyez ce que je veux dire? La nature stocke. C'est ça qui est formidable. Et ça, c'est le miracle des arbres. Les arbres sont absolument indispensables. Les arbres, ils ont les racines dans l'eau, ils fixent le sol, ils fixent l'hygrométrie, vous voulez. Le bois, le tronc, comme je viens de l'expliquer, stocke le carbone, et les branches, si vous voulez, donnent effectivement, se prolongent par la végétation. Donc, vous voyez le rôle de là, et en plus, c'est le gîte, le couvert de la biodiversité. Et quand je parlais tout à l'heure d'agroforesterie, de mettre des arbres dans les champs, espacés pour que la moissonneuse-batteuse puisse mener, mais dans 20 ans, on en aura besoin, parce qu'il maintient l'hygrométrie, il maintient l'humidité, il héberge des micro-organismes qui vont s'attaquer aux ravageurs qu'on traite avec d'autres matières aujourd'hui que l'on essaye d'échapper le plus possible. Donc la construction en bois, c'est quelque chose que j'aime bien. L'arbre est absolument... Pour moi, l'arbre, c'est un moyen de réconcilier nature et agriculture. Voilà. Et donc, tout à l'heure, Adrien aurait parlé de la lenteur, si vous voulez, qu'il faut s'installer dans le temps. Parce qu'on entend trop dire il faudrait, il n'y a qu'à, et faire des procès. Vous voyez ce que je veux dire? On est installé dans un changement qui va être lent. Parce que le réchauffement climatique vient de l'excès de consommation d'énergie fossile. Voilà.
On ne va pas pouvoir se passer des énergies fossiles, voyez. Il faut se passer le plus possible aujourd'hui du charbon. Ça, le charbon est l'ennemi numéro 1 du climat. Le gaz est beaucoup plus intéressant, il émet 2 fois moins de gaz carbonique pour la même quantité d'énergie produite, vous voyez. Donc si on pouvait déjà faire cette transition. Donc le mot transition énergétique veut dire quelque chose. Pour moi, c'est l'équation du siècle. J'aime pas de temps en temps, quand on parle de l'affaire du siècle, c'est une équation, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça ne se gérera pas aux tribunaux, si vous voulez. Et on peut y arriver si chacun est efficace sur sa zone d'influence. On a chacun une zone d'influence. Si chacun est efficace sur sa zone d'influence, on y arrivera. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pensez à ce canevas d'écosystème que nous donne la nature comme canevas de réflexion pour revenir le plus possible à une économie circulaire. Merci Jean-Louis. On adore avec Jérôme et avec Swen. En fait, quand vous parlez d'être efficace sur sa zone d'influence, c'est vraiment, en tout cas nous, ça a beaucoup de résonance pour tout Swen, parce qu'on essaie d'être efficace sur notre petite zone d'influence. Non, il n'y a pas de petite zone d'influence. Parce que si on multiplie toutes les petites, ça va être grand. C'est vrai. Chacun doit être acteur. Voilà, il faut être acteur à fond, quelle que soit la taille de sa zone. Personnelle, professionnelle. Non, si on a des actualités, la puissance politique, mais partout, il faut être super efficace. Mais non, mais on trouve que, en tout cas, ce message nous porte, exactement, et ça nous porte et ça nous motive. Et alors, forcément, moi, j'ai envie de vous poser plein de questions, mais je vais en garder qu'une parce que je crois qu'il va y en avoir d'autres après. C'est juste impressionnant. On a vu défiler toutes les images sur votre parcours, sur toutes vos explorations. Vous avez dû visiter tous les coins et les recoins du monde. Et finalement, là, vous allez vous relancer. Vous êtes en train de vous relancer encore sur une autre aventure, Polarpod. Et vous nous avez autorisé à citer votre âge, et donc je me le permets. Mais comment vous faites? Vous avez 74 ans, vous avez toujours cette niaque, cette envie. Qu'est-ce qui vous motive toujours à faire tout ça pour finalement cette planète et finalement nous tous? Ce qui me plaît, vous voyez, j'ai un parcours qui n'est pas singulier. J'ai commencé comme tourneur-fraiseur en école d'apprentissage. Parce qu'en fait, maintenant, je le sais, je suis très 10, j'ai tous les 10. 10 électrices, 10 orthographiques, j'ai tous les 10. Donc à l'école de Jules Ferry, je n'étais pas recruté, on va dire, vous voyez. Donc, j'ai vu que vous aviez un petit souci au doigt, vous n'avez pas... Ah non, je me suis coupé le bricolage. Et donc, je ne suis pas rentré en 6e, vous voyez, donc j'ai fait une formation professionnelle, il n'y avait pas de classe en menuiserie, donc on m'a mis ajustage sur métaux, j'ai fait tourneur-fraiseur, et là, la formation professionnelle m'a redonné le goût d'étudier, voilà. Et donc les mathématiques, etc., ça m'a plu, et donc on m'a orienté vers le collège technique, le bac technique après, et puis je voulais une implication sociale, j'aimais les sciences naturelles, j'ai fait médecine. Après médecine, j'ai découvert, si vous voulez, j'ai découvert une passion pour la chirurgie. J'étais interne en chirurgie avec une passion pour la chirurgie orthopédique. Vous voyez, en orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches. Je savais, moi, j'avais un CAP de mécanique, voilà. Mais il y avait un truc plus profond. Je reviens à votre question. J'avais un truc plus profond, c'était l'envie de faire des expéditions. Moi, je suis né à la campagne, un tout petit village. Derrière la maison, il y avait les champs. J'aimais vivre dehors, j'aimais ça. J'étais très timide et la nature, c'était un refuge. Un refuge et une toise à mes défis, vous voyez, grimper dans un arbre pour aller chercher les pies, les jeunes pies au mois de mai, vous voyez, parce que j'avais des oiseaux apprivoisés, voilà, c'était mes exploits et je rêvais de faire des expéditions. Et j'étais interne en chirurgie, ça faisait 2 ans que j'étais interne, et l'envie de faire des expéditions est revenue, et je me suis dit, mais c'est le moment peut-être de le faire. Et c'est comme ça que j'ai proposé mes services. Donc, je commençais avec le père Jaouen, on traversait l'Atlantique avec des enfants en difficulté, des toxicomanes, des sorties de prison. Après, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, j'ai fait des expéditions en Himalaya, tout ça comme médecin. Et à 40 ans, je me suis dit, maintenant, il faut quand même que je fasse la mienne. Et j'étais au pôle Nord. Le pôle Nord, c'était à ma hauteur, je dirais, technique, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tirer un traîneau, vous n'avez pas besoin de faire des stages, quoi. On le met là et hop, on a tout de suite compris. Mais par contre, j'étais déjà un super campeur, vous voyez. Et donc, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Des choses fondamentales. Arriver au bout de son truc, c'est résister à la tentation de l'abandon. On se construit comme ça. Arrêter un rêve, c'est se mettre en soi une frustration. C'est perdre de l'énergie. Vous voyez, une frustration, c'est pas... Voilà. Aller au bout de ses rêves, résister, persévérer,
Et l'arrivée au pôle, ça a été une révélation pour moi. Et Jean-Louis, peut-être juste pour partager aussi avec ceux qui nous regardent, on se souvient, vous nous avez parlé de cette nuit dans cette tente à moins 50 degrés. Ah oui. C'est Oui, moins exceptionnel. 52. Ça, c'est le plus Moins fort, 52. le plus bas que j'ai eu. Et c'est pas, j'étais à l'abri du vent, hein, c'est la vraie température sur le thermomètre. Et j'étais tout seul, et je sentais que j'entrais en hypothermie doucement. Vous voyez, bon, j'avais connu des bivouacs, je savais ce que c'était. Je faisais des tables de multiplication pour connaître mon niveau mental, vous voyez, de lucidité. Et donc, il faut connaître la table de multiplication, c'est la base. Mais j'ai tenu souvent comme ça. Et en fait, je traversais toutes ces tentations de l'abandon. C'était un projet très ambitieux, très orgueilleux. Vous voyez, aller seul au pôle Nord. Je me suis rendu compte une fois sur place, quoi. Et on cherche une... Quand on commence quelque chose avec l'envie, on se dit, mais ça me dépasse. Vous voyez ? Ouais. Il faut quand même y aller. Parce qu'on ne repousse pas ses limites. Et ça, c'est ma conclusion de cette expédition. On les découvre. On se découvre sur le terrain quand on affronte la difficulté. Et on a des résistances, on a des malices, on a des choses qui se révèlent, si vous voulez, quand on est confronté. Mais ça vient sur la durée. Et l'arrivée au pôle Nord, ça a été une révélation. Je me suis dit, ça va être ma vie. En vrai, c'est belles images, magnifiques. Vous voyez, ça va être ma vie. Je vais continuer à faire des expéditions polaires. Et donc, je suis devenu un chef d'entreprise. C'est une entreprise, une expédition. Je suis entrepreneur d'expéditions lointaines. Et chaque fois, il y a une idée. Chaque fois, il y a une idée, il y a une aventure, il y a une attente de la communauté scientifique. J'aime beaucoup les sciences de la vie et de la Terre. Et il y a quelque chose à construire pour y aller. Donc, tout me plaît, vous voyez, dans ce circuit. Et je l'ai fait les unes après les autres. Alors, il est évident que je n'ai plus envie d'aller au pôle Nord en tirant mon traîneau. Ça m'a passé. Aujourd'hui, je suis plus un chef d'entreprise qui a l'idée, qui la monte avec des partenaires, avec des juristes pour les contrats, recruter des personnes pour le faire. Donc, c'est toujours aussi passionnant. Donc, aller sur la voie de vos rêves, je dis tout le temps, même si le chemin est difficile. Bon, et ça fait, en tout cas, je sais que le PolarPod, sur ce projet, vous êtes en levée de fonds, donc je pense qu'il y aura, pour ceux qui vous regardent et vous écoutent ici, sûrement de l'écho, s'ils souhaitent vous accompagner. Évidemment, comme disait Isabelle, on a beaucoup de questions. Moi, je vais vous en poser une, et notamment pour les jeunes. Concernant les jeunes, on le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui se transforme en crise sociale. Moi, j'aimerais, si vous deviez adresser un message aux jeunes générations aujourd'hui, quel serait-il ? Il faut se construire soi-même, et son capital, c'est soi. Il n'est pas ailleurs, le capital. Vous voyez ce que je veux dire ? Son capital, c'est soi. Et c'est avec ses forces, avec ses faiblesses, avec le travail, qu'il va falloir traverser les épreuves et se construire. Vous voyez ce que je veux dire ? On a trop tendance... Il y a quelque chose qui me choque. Il y avait des manifestations pour la retraite. Hein, c'était avant, entre les gilets jaunes et ça, je ne me souviens plus. Mais il y a eu un moment où la retraite, ça n'allait pas. Hein. J'ai vu des jeunes dans les convois de manifestations pour la retraite. Putain, je me suis dit. Mais ils n'ont pas encore pris la mer qui mettent les voiles de tempête. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est parce qu'ils attendent la solution collective. Bien sûr, la solution, elle est collective, il y a les services publics, etc. Mais il faut se construire, vous voyez. Et si on est en difficulté, pas loin de chez moi, il y a un lycée professionnel. Et alors, pas cette rentrée-là, mais celle d'avant, c'était en septembre. Je passe devant le lycée et ils sortaient. C'était la première, ils sortaient du lycée. Lycée professionnel. Il y en a deux comme ça, je les entends. Il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi, toi ? Il lui dit, je suis en pâtisserie. Et il dit, putain, c'est génial. Et dans le putain, c'est génial, j'ai compris qu'il avait trouvé le bout de la pelote. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Pas rêver des trucs grandioses, mais si on a une idée, c'est précieux l'idée. Mais moi, je suis pas un héros au sens, je ne suis pas inoxydable du tout. J'ai mes moments de doute, des moments où j'ai plus envie, où je me rends compte que je ne vais pas y arriver. Mais je sais d'expérience qu'il faut tenir. Et donc, si on a eu une petite idée un jour, c'est intéressant d'aller la chercher. Mais il faut compter. Et encore une fois, si on fait une part du chemin, sincèrement, mon expérience, la vie fait le reste pour vous. Faire le part du chemin, c'est sortir les antennes, capter ce qui peut vous aider, vous voyez. Et de temps en temps, c'est des fois un bon film, vous voyez.
Ouais. Vous sortez d'un bon film, vous avez eu un héros qui vous a inspiré, et vous revenez à la tâche, vous voyez. C'est ce que je peux leur dire. Votre capital, c'est vous, faites-le fructifier, quoi. Alors, sortir les antennes, je vois que notre jury s'agite et je vais passer... Alors, il y a 2 questions. Je vais passer la parole tout d'abord à Carole Imbert d'Arkea IS et après à Géraldine Hang de l'OCDE. Carole, c'est à toi. Merci Jérôme. Alors tu m'avais demandé de commencer par me présenter. Alors je suis responsable de la recherche financière et ESG pour Arkea IS. Alors c'est vrai que recherche, ça fait un peu exploratoire, mais dans la recherche ESG, je pense qu'il y a encore de l'exploration à faire. Mais ma question, c'est surtout à côté de vous, c'est à beaucoup plus petite échelle. Donc comment devient-on Jean-Louis Etienne ? Alors, comment devient-on Jean-Louis Etienne ? Eh ben, avec tout ce que je vous ai raconté, vous voyez, je suis allé le plus près possible des choses qui me plaisaient. Vous savez, l'audace, par moment, c'est abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles explorations. Vous voyez, à un moment donné, j'étais interne, puis j'ai commencé à faire des expéditions. L'université me manquait, je suis revenu assistant à l'université et j'ai reçu une lettre de Tabarly, que j'avais contacté un an avant. Et Eric Tabarly me propose de faire la course du monde. J'étais assistant d'université, c'est la première fois... Et je me suis dit, j'étais voir mon patron de fac, je lui ai dit, regardez, patron, excusez-moi. Il m'a dit, moi, à votre place, j'irai, quoi. Et j'ai dit, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ça, vous voyez. Ouais. Et je dis tout le temps, il faut être explorateur dans son métier. Il ne faut pas rêver de ma vie. Rêvez pas de ma vie. Moi, je me suis toujours débrouillé. J'étais autonome le plus possible. Je réparais mes voitures. Jusqu'à l'âge de 35 ans, j'avais des voitures d'occasion vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaie le plus possible dans l'autonomie et ne pas rêver de ma vie, mais par contre explorer le plus possible dans le métier que vous avez choisi. Enrichissez sans arrêt, quoi. Ouais. Bon, allez, je pense que ça répond bien à ta question, Carole. De toute façon, je pense qu'on était déjà tous convaincus ici. Alors, Géraldine Hang de l'OCDE. Parle bien fort, Géraldine, pour... Jean-Louis Etienne, bonsoir. C'est un honneur d'échanger avec vous et vraiment vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Je travaille à l'OCDE sur la finance verte et donc évidemment je m'intéresse de près aux questions des politiques publiques sur le climat. Donc dites-nous en toute honnêteté et en toute franchise, les politiques publiques aujourd'hui vous semblent-elles à la hauteur des enjeux climatiques ? Merci. Ben, pour être violent, je dirais non. Et pour être conciliant, je dirais que le phénomène est complexe. Hein, comment va-t-on passer, si vous voulez, parce qu'on rêve tous. À qui je parle ? À vous ? Je peux me retourner ? D'accord. Vous inquiétez pas, c'est les caméras qui gèrent. Parce que 80% de l'énergie consommée à l'échelle de la planète, aujourd'hui, elle vient encore des fossiles. 80%. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, si déjà on a arrêté le charbon, mais on voit comme c'est compliqué, ou les pays comme la Chine, si vous voulez, comme l'Inde, marche beaucoup au charbon. Donc c'est là qu'il faut aider ces États à passer déjà dans une stade intermédiaire du charbon au gaz. Le gaz est moitié moins émetteur pour la même quantité d'énergie produite. Après, bien sûr, faire appel aux énergies renouvelables parce que c'est intéressant et on va en avoir besoin. On va aller vers ce mix énergétique de toute façon. Donc, quand je ne suis pas conciliant, je dis non, ils n'en font pas assez, mais en même temps, si vous travaillez à l'OCDE, vous connaissez la complexité du sujet. Et je le répète, chacun doit être efficace le plus possible, ça permettra d'avancer. Mais le réchauffement climatique est quelque chose de sérieux et qui peut devenir grave, quoi. Et on le voit très bien, comment la planète est de plus en plus impactée. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, la Terre, elle a pris 1 degré en un siècle. On en a fait un sujet de conversation populaire. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire. On ne le sent pas à 1 degré et c'est déjà les dégâts qui sont là. Donc on se rend compte, si elle prend 1 degré de plus, on vise, vous avez vu, on vise 1,5 degré l'idéal, 2 degrés ça serait bien, 2 degrés c'est 39. Mais c'est ça, c'est une équivalence, si vous voulez, en termes de conséquences. Donc l'urgence climatique, elle est là, il y a une grande complexité, donc il ne faut pas lâcher. Donc on va dire aux États qu'ils n'en font pas assez pour leur donner envie d'en faire davantage. Merci Géraldine, merci beaucoup Jean-Louis pour cette réponse. Jean-Louis, on va devoir se séparer. En tout cas, vraiment merci pour ce constat, à la fois sans concession, mais également toute cette énergie et ces messages d'espoir. Et j'ai noté, ne jamais rien lâcher,
toujours aller de l'avant, défendre les causes qui sont les nôtres. Oui, Donc tout à fait. on va essayer de les appliquer. Parfait. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Hein. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Nous vous invitons à rejoindre Merci. les coulisses.